Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Le gouvernement israélien se réunit ce matin à 10h pour prendre une décision finale concernant la réouverture progressive des établissements scolaires en Israël. Mais il semble à peu près acquis que, contrairement à ce que l'on pensait cette semaine, les jardins d'enfants et maternelles ne reprendront pas les cours dimanche en raison d'un manque de préparation et surtout, dirons-nous, de l'opposition farouche du ministère de la Santé. Par contre, les petites classes du primaire, CP, CE1 et CE2, elles devraient rouvrir dimanche. Et cette marche arrière serait également la conséquence de la publication d'un rapport de l'Institut Gertner qui a effectué des recherches en particulier sur la population d'enfants en bas âge dans la ville orthodoxe de Bnei Brak ces dernières semaines. Ces recherches ont établi que ces enfants pouvaient contaminer et être contaminés. Ils pouvaient contaminer d'autres personnes, mais dans des proportions moindres que les adultes. Le rapport suggère de rouvrir les établissements scolaires peu à peu en Israël, prudemment, en installant des systèmes de contrôle qui permettront d'éviter une contamination. Ceci étant, le syndicat des enseignants israéliens a annoncé hier qu'il n'avait pas l'intention de rajouter durant le mois de juillet des journées de travail et que l'année scolaire 5780 se terminerait de son point de vue le 20 juin comme prévu initialement. À noter que la santé publique a imposé des restrictions de circulation dans un grand quartier de Jérusalem, le quartier de Romema, et même dans certaines de ses ramifications. Ces restrictions se termineront dimanche soir à minuit. On recense ce matin 222 décès du coronavirus en Israël, dont 3 malades qui sont décédés au cours des 24 dernières heures. On décompte 105 malades dans un état grave, dont 82 qui sont sous assistance respiratoire. Et ces deux dernières données sont très encourageantes parce qu'en dépit de l'amorce d'une sortie de crise au cours des derniers jours, le nombre de malades graves et de malades nécessitant une assistance respiratoire reste en baisse constante. Le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, a annoncé hier que rien sur le plan juridique n'empêchait Binyamin Netanyahou de former un gouvernement en dépit de ses inculpations par la justice israélienne. Il a estimé que le législateur avait prévu un tel cas de figure. Il a également souligné que l'accord de coalition entre le Likoud et Bleu-Blanc était certes problématique, mais qu'il n'y avait pas de motif suffisant pour l'invalider, surtout pas dans la conjoncture actuelle et dans le contexte de la crise du coronavirus. Mais lorsque la mise en application de l'accord interviendra, nous aviserons, a déclaré le conseiller dans une recommandation particulièrement détaillée, une recommandation à la Cour suprême. La Cour suprême devrait débattre dimanche et lundi des recours déposés par 8 organisations, par une des organisations de personnalités israéliennes souvent proches de la gauche israélienne contre le mandat de Binyamin Netanyahou et contre l'accord de coalition. On estime qu'après la recommandation assez claire du conseiller juridique, les juges de la Cour suprême auront du mal à invalider la candidature de Binyamin Netanyahou à la formation du gouvernement d'union nationale. Il faut noter que les débats de la Cour suprême se dérouleront dimanche et lundi devant un aréopage de 11 juges et que de manière exceptionnelle, ils seront diffusés en direct au grand public. Les médias syriens ont annoncé que des hélicoptères de l'armée de l'air israélienne auraient bombardé des positions dans le sud de la Syrie, plus spécifiquement contre des positions syriennes et des positions pro-iraniennes près de Kounetra, à la frontière israélo-syrienne. Il y aurait eu des dégâts, mais pas de pertes en vie humaine. Israël a déclaré qu'il s'opposait à un marché en 2 étapes, en 2 temps, avec le Hamas, permettant au bout du compte le rapatriement des corps des 2 soldats Oron Shaul et Hadar Goldin et la libération des 2 civils israéliens Abera Mengistou et Hicham Assued. Le Hamas veut en effet, dans un premier temps, fournir des informations, tout simplement sur les 4 Israéliens, en échange de la libération de terroristes du Hamas qui sont âgés ou malades, et seulement dans une seconde étape, restituer les corps des soldats et les civils, en échange de la libération de tous les terroristes qui ont été libérés en octobre 2011 dans le cadre de l'échange qui a permis la libération de Gilad Shalit et qui avaient déjà été capturés au cours des dernières années donc par l'armée israélienne et par les services de sécurité. Israël veut conclure un marché en une seule étape avec le Hamas via la médiation égyptienne. Plus d'informations probablement dans les prochains jours. 9 ambassadeurs européens en poste en Israël ont mis en garde hier l'État hébreu quant à son intention de faire voter une loi visant à instaurer la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur les implantations juives de Judée et Samarie dans les prochains mois. On sait que cette loi
fait partie de l'accord de coalition qui est en train d'être conclu donc entre Israël et entre le Likoud et le Parti bleu-blanc. Parmi ces ambassadeurs, l'ambassadeur de France en Israël, Éric Danon, et ces ambassadeurs se disent également préoccupés par l'accord de coalition entre le Likoud et bleu-blanc qui mentionne ce projet de loi d'annexion. Quant aux dirigeants de l'autorité palestinienne, ils ont affirmé hier que ce plan d'annexion était, je cite, un crime de guerre. La météo pour terminer, temps partiellement nuageux à clair sur l'ensemble du territoire israélien. Nouvelle hausse des températures aujourd'hui. Il fera 23 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.